fait, là aussi, on a deux produits qui sont extrêmement différents en termes de classe réglementaire, puisqu'à gauche, on a un médicament, à droite, on a un complément alimentaire. Et là, c'est clairement une question de dose. C'est-à-dire qu'à gauche, on considère la réglementation considère qu'à 2 mg de mélatonine, c'est une concentration qui est une concentration médicamenteuse. Par contre, dans un complément alimentaire, donc là, on est par exemple dans le Vitaspray mélatonine à 0,3 mg de mélatonine par pulvérisation, alors c'est un complément alimentaire. Donc là, c'est vraiment la dose de l'actif qui va définir en fait la catégorie réglementaire. Petite complexité supplémentaire, si je compare deux pays que je connais parfaitement bien et que j'adore particulièrement, la Belgique et la France, vous retrouvez avec en Belgique une dose maximale de 0,3 mg autorisée dans un complément alimentaire, quand en France, on peut monter jusqu'à 1,8 mg dans un complément alimentaire. Et donc, vous voyez, on a une réglementation qui est censée être harmonisée et qui, dans les faits, là, est complètement différente puisque la France autorise des doses 6 fois plus importantes que la Belgique. Okay, allez, je ne vous pollue pas avec tout ça, mais vous voyez qu'il y a encore du travail pour améliorer en fait, l'harmonisation de ces produits et favoriser la compréhension fine de ces produits. Allez, là, je vais vous donner en fait un autre exemple. Alors, ça, c'est intéressant. Ce sont des produits peut-être que vous connaissez, qui sont des produits de renutrition, Renutril Booster, par exemple. On donne ça à des personnes qui sont particulièrement dénutries, donc souvent atteintes de maladies relativement graves ou en convalescence, bon, bref, etc., etc. Et, ou à des personnes très âgées hein, pour complémenter en fait leur apport protéique. Et là, on est aussi dans des produits qui ressemblent à des denrées alimentaires, mais qui sont en réalité destinés à des malades, à des patients, ce qui n'est pas le cas du complément alimentaire, j'aurai le temps de vous le réexpliquer, et donc qui répondent à une définition un peu différente. Ça rentre dans la catégorie des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales. Alors, je suis désolé, c'est un nom à rallonge. Les anglo-saxons sont beaucoup plus pragmatiques. Ils appellent ça les medical food, hein, c'est-à-dire les aliments médicalisés un peu. Voilà. Mais en tout cas, là, on est vraiment sur une boisson à boire, mais qui, vous voyez, n'est pas dans la même catégorie, ni que la denrée alimentaire, ni que le complément alimentaire qu'on a vu précédemment. Allez, je continue dans mes exemples. Voilà, donc là, j'ai deux produits. Voyez donc XLS Médical qui est un produit minceur. Donc voilà, perdez jusqu'à 5 fois plus de poids qu'avec un régime seul. Traitement et prévention du surpoids. Dit comme ça fait rêver. On a vraiment envie d'acheter ce produit. Et puis à droite, j'ai pris un tout autre produit. Vous voyez un roller articulation pour articulation fatiguée de la marque Pranarome. Et voilà. Et en fait, ces deux produits sont ni l'un ni l'autre des compléments alimentaires. Pourtant, il y a des huiles essentielles qui peuvent être ingérées. Pourtant, à gauche, c'est un produit qui se présente sous forme de sachet ou de gélule, je ne sais plus. Donc, un truc qui va ressembler à un complément alimentaire dans sa présentation. Et pourtant, ces deux produits sont en réalité ce que l'on appelle des dispositifs médicaux. Alors ça, c'est une classe hyper large. Dedans, vous avez les lunettes loupe, vous avez les stents pour élargir en fait les artères de ceux qui ont les artères bougées. Vous avez les préservatifs, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des dispositifs médicaux. Et en fait, la définition d'un dispositif médical, c'est qu'on doit avoir une action mécanique. Donc sur le produit XLS médical, en fait, on a des fibres qui viennent piéger les graisses et donc ça a une action mécanique. Et à droite, en réalité, même si le produit est plein d'huiles essentielles qui, de vous à moi, sont les actifs véritablement de ce produit, en réalité, la marque peut déposer en dispositif médical parce que c'est l'action roller qui est, c'est-à-dire de massage de l'articulation grâce à la bille qui est au bout, qui va avoir l'action en fait thérapeutique attendue. Donc voilà, donc j'espère ne pas vous avoir trop perdu en fait dans ces différentes classes réglementaires parce qu'on en a vu finalement 5 ou 6, mais vous voyez que
le complément alimentaire a une définition qui est bien déterminée et pourtant, on a plein de produits qui ressemblent plus ou moins à des compléments alimentaires et qui, au final, nous perdent un petit peu. Et d'ailleurs, je terminerai par cette vidéo que j'ai récupérée sur YouTube d'une émission qui s'appelle « On n'est plus des pigeons ». Bon, et en fait, là, donc il titre « Complément alimentaire, un phénomène de masse ». Alors, je ne vous recommande pas la vidéo parce qu'elle est très anti-complément alimentaire. Oui, sauf qu'en fait, quand vous regardez la vidéo, eh bien, en fait, vous vous rendez compte qu'on ne parle pas du tout de complément alimentaire. On parle des produits qu'on voit à l'écran, qui sont des produits, des protéines destinées pour des sportifs et pour la prise de masse, etc., etc. Et ces produits sont des denrées alimentaires, ce ne sont pas des compléments alimentaires. Donc, vous voyez, on a tout un reportage qui parle de compléments alimentaires et qui ne sont pas très tendres vis-à-vis de ces produits de l'effort. Et en réalité, ils titrent compléments alimentaires pour des produits qui n'en sont pas. Tout ça pour vous dire que finalement, le complément alimentaire, dans l'inconscient collectif, c'est finalement une catégorie qui est difficile et c'est pour ça que ça légitime plus ou moins aussi cette conférence ou ce webinaire de ce soir. Alors là, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif. Je vous le dis simplement pour vous refixer un peu les idées, mais l'objectif, ce n'est pas évidemment que vous deveniez expert voilà, de tout cela. Mais on a des produits alimentaires courants. Donc ça, c'est mon chocolat noir voilà, au gingembre, bon, qui n'ont pas de vertu santé et qui s'adressent à tous. Ensuite, on a des produits alimentaires enrichis ou des compléments alimentaires. Donc, on a suivi l'exemple de la margarine enrichie en stérol ou du Vitaspray à la mélatonine, donc un spray concentré en mélatonine qui permet de mieux dormir. Et puis ensuite, on a des produits qui sont destinés, donc les DAED FMS, pardon, qui sont destinés à des populations spécifiques, par exemple les laits infantiles, par exemple les substituts de contrôle du poids ou par exemple les fameux medical food avec le produit Rénutril dont je vous ai présenté ou dont je vous ai parlé. Donc les populations spécifiques peuvent être malades ou non malades, mais vous voyez qu'on est sur des produits qui sont un peu plus ciblés. Et puis ensuite, on a des médicaments. Alors, dans le milieu médical et dans l'univers pharmaceutique, on dit OTX et OTC. Donc, OTC, c'est vente libre. OTX, c'est sur prescription, sur ordonnance médicale, si vous voulez. Mais là, on est vraiment sur des produits qui sont destinés à des patients, c'est-à-dire à des personnes qui sont, par définition, des malades. OK ? Voilà. Alors, je vais rebondir parce qu'il y a une question dans le chat, Ludovic. Oui. Sur ton exemple avec Pranarum, par exemple, on nous demande, et donc si la même chose serait en spray pour Pranarum, il ne serait pas dans la même classe? Oui, exactement. C'est exactement. La composition pourrait être exactement identique, avec les mêmes huiles essentielles, mais dès lors où en fait vous perdez l'action mécanique du roller, eh bien, vous ne pourriez pas le déposer en dispositif médical. Ouais, c'est très juste. Et alors, une autre question. Donc, un médicament en Belgique pourrait être un complément alimentaire ailleurs? Oui, oui, exactement, parce que en fait, chaque pays peut fixer les doses limites, voyez, d'actifs. Alors, de plus en plus, on tend vers une harmonisation, mais effectivement, on peut avoir un produit. C'est tous les produits qu'on appelle, alors par exemple en Belgique, il y a un comité qui réunit des gens qui viennent du médicament et des gens qui viennent de l'alimentation, et qui se réunit pour définir ce que l'on appelle les produits en zone grise. La zone grise, c'est des molécules qui sont un peu charnières. Donc, on en a certaines chez Vitanutrix. Par exemple, la N-acétylcystéine, hyper efficace pour remonter le taux de glutathion. Par exemple, l'acide R-alpha-lipoïque, que j'adore pour tous les problèmes de glycémie, minceur, chélation des métaux lourds, etc., etc. Tous ces nutriments, en fait, ont une dose maximum à ne pas dépasser parce que justement après ils peuvent être considérés comme médicaments et ça c'est véritablement à l'appréciation de chacun des pays qui définit si oui ou non c'est un médicament. Eh bien, Ludovic, maintenant que le cadre est posé, on va plus se ruer sur le chocolat au gingembre pour bien digérer, même si ça reste vraiment délicieux. Qu'est-ce qu'un complément alimentaire?
Bon, alors j'espère que vous êtes assis, que je vais pas avoir, qu'on va pas avoir 60% de déconnexion à la lecture de la phrase suivante, mais je vous ai mis la définition réglementaire. Un complément alimentaire, c'est une denrée alimentaire dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constitue une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique et présenté sous forme de dose. Alors, une fois que ça c'est dit, je vais essayer de… déjà, je vous ai mis d'une autre couleur les mots importants. Un complément alimentaire, par définition, ce que vous avez à l'intérieur, ça doit être alimentaire, ça doit se manger, d'accord? Donc, ça ne peut pas être une molécule qui n'existe pas dans la nature, d'accord? Ça peut être, par contre, vous voyez des plantes, même si vous ne mangez pas de l'ortie tous les jours, en tout cas, traditionnellement, on mange, ou nos grands-parents mangeaient de la soupe d'ortie. Donc, vous voyez qu'un complément, dans une gélule de complément alimentaire, je peux mettre de l'ortie et un extrait d'ortie concentré parce que, en l'occurrence, on a mangé ou on mange, ou certains d'entre vous, et félicitations parce que c'est très bon pour la santé, mangent encore de l'ortie et de la soupe d'ortie. Le deuxième point qui différencie mon chocolat au gingembre d'une gélule avec un extrait concentré de gingembre, c'est qu'un complément alimentaire doit être une source concentrée de nutriments. C'est-à-dire qu'un verre de jus d'orange, un kiwi qui contiennent plein de vitamine C ne pourront jamais être considérés comme des compléments alimentaires parce qu'il n'y a pas cette notion de concentration. Voyez. Et donc, évidemment, il faut être une source concentrée de nutriments. Troisième volet, il faut avoir un effet nutritionnel ou physiologique. Alors ça, je reviendrai derrière dessus. C'est par opposition au médicament qui, lui, va avoir un effet pharmacologique, métabolique ou thérapeutique. Et puis, le dernier point, c'est être présenté sous forme de dose. Alors ça, souvent, c'est ce qui pose problème parce qu'en réalité, je suis en train de vous dire que le législateur raconte que c'est une denrée alimentaire concentrée, etc., mais au final, ça ressemble à un médicament. C'est sous forme de gélules, de comprimés, de piluliers, de sachets, etc. Alors, pourquoi mettre ça sous forme de quelque chose qui ressemble à un médicament ? Eh bien là, en fait, c'est une volonté du législateur, et là, c'est vraiment la définition réglementaire européenne qui a été reprise par tous les pays de l'Union européenne, hein, donc vraiment sans exception, tous sont calqués sur cette définition. C'est pour quantifier l'apport en nutriments et en micronutriments. Parce que vous voyez, si je reprends l'exemple d'un kiwi. Non, un kiwi, c'est un mauvais exemple. Je prends l'exemple d'un verre de jus d'orange. Vous voyez, un verre de jus d'orange, moi, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que ça apporte comme vitamine C parce que pour certains, un verre de jus d'orange, en fait, ça va être 10 centilitres. Pour d'autres, ça va être 20 centilitres. Pour d'autres, ça va être un jus industriel. Pour certains, ça va être une orange pressée. Et donc, à chaque fois, la quantité de vitamine C va être extrêmement variable. Donc, vous voyez que je ne sais pas quantifier précisément la quantité de vitamine C que m'apporte mon verre de jus d'orange. Alors que si je prends du Vitacé liposomal de chez Vitanutrix, je sais exactement qu'une gélule va m'apporter 250 mg de vitamine C. Donc là, je peux quantifier de manière très précise la quantité de nutriments qui va être apportée, et on le verra plus tard, c'est quelque chose qui doit obligatoirement figurer sur une étiquette. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas tous perdus. On a encore quelques connectés, donc ça devrait aller. Mais avec tout ça, un complément alimentaire, Ludovic, ça sert à quoi exactement ? Alors ça, c'est la question. Et en fait, comme c'est ma question préférée, tu vois, je vais te la reposer. D'après toi, Estelle, à quoi sert un complément alimentaire ? Ok, alors là, je te dirais comme ça, peut-être rééquilibrer une alimentation déséquilibrée, justement. Écoute, tu réponds parfaitement au tiers de la définition. Okay. C'est-à-dire que, effectivement, dans cette fameuse directive européenne, le complément alimentaire permet de corriger une carence liée à un mode de vie habituel, un besoin accru, un déficit d'assimilation. Okay ? On est en plein hiver, il n'y a pas d'ensoleillement, j'ai besoin de vitamine D, donc il est logique et il est même préférable que je me supplémente en vitamine D. D'accord ? Et d'ailleurs, quand je lis complément alimentaire, finalement, ça ancre dans cette partie de la définition. Et c'est pour ça que je trouve que cette dénomination, au passage, complément alimentaire,
est mal choisie parce qu'elle ne permet pas véritablement de comprendre à quoi sert le complément alimentaire. Et pourtant, dans la définition même, dans la directive, on a eh bien, finalement deux autres parties ou deux autres utilités. Deuxième rôle, apporter des substances qui favorisent le bon déroulement de fonctions corporelles ou réduire le facteur de risque d'une maladie. C'est-à-dire que globalement, je vais avoir, par exemple, vous voyez, la vitamine D ou la vitamine C sont deux nutriments qui réduisent le risque de faire un refroidissement, une maladie hivernale, une rhinopharyngite, quelque chose comme ça, un rhume. Okay, et donc ça, très clairement, on va réduire le risque de développer une maladie. Et puis, le troisième rôle, c'est être bénéfique au maintien d'une structure, d'une fonction corporelle nécessaire. Je peux par exemple vous citer, vous voyez, quand on vieillit un peu, on a tendance à avoir des douleurs articulaires parce que notre cartilage, en fait, perd en efficacité et devient moins performant. Eh bien, vous voyez un certain nombre de nutriments, comme par exemple, on peut citer la vitamine C, on peut citer le manganèse, on peut citer… voilà, ça, c'est les choses qui ont des allégations autorisées. Après, il y a d'autres nutriments, par exemple le collagène ou le silicium, qui sont très intéressants, mais qui malheureusement ne bénéficient pas d'allégations autorisées et qui vont permettre eh bien, le maintien du cartilage ou éventuellement de prévenir son vieillissement accéléré. Donc, vous voyez qu'on a des fonctions qui sont bien définies. Corriger une carence, certes, mais également favoriser le fonctionnement de l'organisme ou diminuer le facteur de risque d'une maladie. Oui. Alors, mais quand faut-il justement consommer un complément alimentaire? Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Dans le chat, on nous répond par exemple, mon médecin prône une bonne alimentation saine, dès lors on a tout ce qu'il faut sans recourir à des compléments. Oui, alors ça, en fait, je suis désolé, hein, je vais prendre position de manière assez claire et assez nette. C'est un mythe, c'est-à-dire que très clairement, notre alimentation est certes la plus équilibrée possible, mais dans les faits, elle ne peut pas répondre complètement à notre besoin. Et quand on regarde finement l'alimentation de chacun, on sait très bien qu'elle est largement perfectible. D'autant plus, il n'y a pas que les apports qui sont importants, il y a toute la métabolisation qui est derrière. Et ça, c'est très bien. À la limite, alors moi, évidemment, ne me dites pas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est-à-dire que l'alimentation et une bonne alimentation, c'est la base d'une bonne santé. Oui, il faut manger correctement beaucoup de fruits et légumes, beaucoup d'oléagineux, beaucoup de fibres, beaucoup de vitamines et de minéraux dans des aliments qui ont une forte densité micronutritionnelle. Donc, c'est une évidence. Par contre, pour quelqu'un qui commence à avancer dans l'âge, qui commence à avoir un certain nombre de déséquilibres physiologiques, génétiques, etc., eh bien, parfois, l'alimentation, en fait, ne suffit pas. Et vous voyez, quelqu'un qui dort mal et qui a besoin de s'endormir rapidement, il peut prendre de la mélatonine. De la mélatonine, on en trouve dans les cerises griottes, mais je vous garantis qu'il va falloir manger 50 kg de cerises pour avoir ce que vous allez avoir dans une pulvérisation de Vitaspray mélatonine. Idem sur la vitamine D3. J'ai fait des petits calculs que quand je fais des confs sur la vitamine D, je présente. Il faut se faire une omelette avec 20 œufs ou 1 kg de champignons pour avoir une dose quotidienne, si vous voulez, de vitamine D. Donc, très clairement, il faudrait manger du saumon tous les jours. Donc, vraiment, il y a certains nutriments, malgré une alimentation la plus équilibrée possible, malheureusement, vous n'arriverez pas à satisfaire les besoins, surtout s'il y a des déficits d'absorption avec une muqueuse intestinale qui est abîmée, par exemple, ou des troubles digestifs, et encore plus si vous êtes dans le cadre de personnes qui ne sont pas malades, mais qui présentent ce que l'on appelle des troubles fonctionnels, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas malades, mais ils sont finalement pré-malades, c'est-à-dire qu'ils sont un peu dans l'antichambre de la maladie. Alors, je vous ai cité ici un exemple qui est lié au stress. Un stress passager, c'est
c'est vraiment très ponctuel. OK, on peut conseiller par exemple du vitamagnésium, du magnésium. Donc, en cas de stress chronique, de troubles de l'humeur, mais en fait, ce n'est pas une maladie à proprement parler, mais on est d'accord que ça impacte la qualité de vie. Et là, on peut conseiller un certain nombre de nutriments, par exemple de l'ashwagandha, par exemple du safran, avec les produits Vitastress et Vitaprozène, qui vont améliorer l'état en fait d'humeur et la gestion du stress. Et puis après, on peut également, avec un complément alimentaire, adresser un malade. Alors attention, parce que le complément alimentaire ne doit pas avoir une action thérapeutique ou curative. Par contre, il peut tout à fait en fait aider et potentialiser un traitement. Vous voyez ici, le choix n'est absolument pas fortuit. Hein, je l'ai choisi avec beaucoup de réflexion et beaucoup de science derrière. Vous voyez, une personne qui a une dépression, qui prend des médicaments antidépresseurs, eh bien, moi, je lui conseillerais en micronutrition systématiquement des oméga-3 parce qu'un oméga-3 va potentialiser la réponse de l'antidépresseur, mais ne va pas interagir avec lui et ne va pas avoir un effet curatif, mais vraiment un effet d'accompagnement et d'améliorer tout ce qui peut faire défaut quand on prend ces médicaments, par exemple la mémoire, la concentration, etc. etc. Donc, vous voyez, pour essayer de synthétiser un peu mon propos, mais en fait, c'est vraiment un point qui est délicat pour comprendre comment on peut utiliser un complément alimentaire. Ça peut être pour me maintenir en bonne santé, ça peut être quand je suis atteint de troubles fonctionnels ou de petits désagréments du quotidien, voilà, mais qui peuvent être très pénibles finalement. Voilà, et donc là, je peux avoir des nutriments qui vont être indiqués dans les troubles fonctionnels. Et puis, je peux, dans certaines conditions, et sans revendiquer un effet curatif, accompagner potentiellement une personne malade en lui donnant des compléments spécifiques, par exemple de la vitamine D à un patient cancéreux, par exemple des oméga-3 avec des personnes qui sont atteintes de dépression. Et encore une fois, je n'entends pas soigner un cancer avec une vitamine D3, il faut arrêter le délire. Par contre, effectivement, c'est un nutriment qui est clé dans cette maladie et il faut absolument combler ou ne pas être en déficit de vitamine D parce que ça risque d'amplifier ou de favoriser le développement, par exemple, de cette maladie. OK ? Alors, petit complément, je vais passer assez rapidement là-dessus parce que je ne veux pas vous noyer, mais c'est juste pour vous dire que le complément alimentaire est extrêmement encadré et notamment ce que l'on peut mettre dans un complément alimentaire répond à des listes positives, c'est-à-dire qu'on a des listes de nutriments que l'on va pouvoir mettre dans un complément alimentaire et donc tout ce qui n'est pas autorisé est par définition interdit. Je vous fais un petit commentaire là-dessus. Donc on peut mettre des vitamines, des oligo-éléments, des substances à but nutritionnel ou physiologique, hein, par exemple le GABA, par exemple la tyrosine, que vous retrouvez d'ailleurs dans des produits Vitanutrix, la quercétine pareil, le coenzyme Q10, les hydrolysats de collagène, etc., etc. Donc ça, ce sont des nutriments qui vont avoir un effet bien spécifique, bien ciblé. Vous pouvez mettre également des plantes et des préparations à base de plantes, parfois avec des doses maximales à ne pas dépasser, sinon on tombe dans le médicament. C'est d'ailleurs la même chose pour l'ensemble des classes, enfin des catégories ici de nutriments. Vous pouvez également avoir des ingrédients d'origine animale non purifiés, gelée royale, cartilage de requin, etc., etc. Des ingrédients non actifs, hein, je vous en dirai un petit mot en fin de conférence, additifs, arômes, auxiliaires technologiques. Et puis ce qu'on appelle les novel foods, c'est-à-dire des aliments qui n'ont pas de traditionnalité ou qui ne sont pas consommés traditionnellement, mais qui ont un effet bénéfique. Par exemple, la vitamine C liposomale, par exemple, l'huile de schizochytrium. Alors, elle a un nom un peu particulier, mais c'est un moyen d'apporter des oméga-3 végétaux à des personnes qui suivent un régime végétarien ou végétalien, par exemple. Voilà, et je vous disais, en fait, tout ce qui n'est pas autorisé est par définition interdit. Vous voyez, en ce moment, on voit beaucoup de produits
fleurir à base de CBD. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette molécule qui est un cannabinoïde. En fait, le CBD n'est pas autorisé dans les compléments alimentaires. Donc, par définition, tous les produits que vous voyez sur le marché ne sont pas des compléments alimentaires. Par contre, le CBD est une molécule qui ne peut pas être interdite. Donc, on est dans une espèce de flou réglementaire actuellement qui conduit à la commercialisation de ce produit alors qu'il n'a pas véritablement de statut réglementaire. Mais vous voyez, on ne peut pas, par exemple, le mettre dans un complément alimentaire à proprement parler. Allez, je ne vous noie pas avec ces détails qui sont parfois un peu subtils et qui font un peu mal à la tête, à moi aussi. Oui, parce que Ludovic, justement, c'est quand même très proche d'un médicament. Alors, pour que nos participants puissent vraiment comprendre la différence, quelle est la barrière qui différencie un médicament d'un complément? Et alors, on me pose la question, où peut-on trouver la limite dans les dosages entre médicaments et compléments alimentaires suivant les différents pays? Oui. Alors là, on va effectivement, le législateur est lui-même un peu embêté parce qu'on est sur des produits qui se ressemblent énormément. Et moi, il y a 15 ans, vous me posiez la question, j'avais une réponse très succincte en disant le complément alimentaire, ça prévient et le médicament, ça soigne. Et en fait, cette définition est complètement fausse. On ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que quand je reprends la définition d'un médicament à gauche, vous voyez, c'est un produit qui présente des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines. Je vais vous citer un exemple. Prenez l'exemple d'un vaccin. Un vaccin, c'est un médicament qui n'est absolument pas curatif. C'est un médicament qui est préventif, qui normalement empêche ou prévient le risque d'infection par une maladie. Okay, je ne rentre pas dans les sujets polémiques, ne me posez pas dans le chat des questions sur le vaccin du Covid, etc. Je n'y répondrai pas, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de vous expliquer que, par définition, un médicament peut aussi être préventif. D'accord ? Ce qui est plus intéressant dans la définition et ce qui permet plus de différencier les deux, c'est que cette substance, ce médicament, va exercer une action pharmacologique, immunologique ou métabolique, c'est-à-dire qu'elle va avoir une action assez profonde et changer assez considérablement le fonctionnement en fait, de l'organisme. A contrario, un complément alimentaire, c'est un produit qui a un effet nutritionnel ou physiologique. Vous savez, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et donc, parfois, moi je vous avouerai que j'ai une formation en biochimie, parfois j'ai du mal à comprendre la différence entre la physiologie et le métabolisme. Vous voyez, c'est quelque chose qui est assez ténu. Bon, mais globalement, la différence que l'on en fait, c'est quand on prend un nutriment qui permet de refaire fonctionner correctement l'organisme sans changer véritablement ce fonctionnement. Je peux vous prendre une métaphore qui vaut ce qu'elle vaut. Considérez que l'organisme est un engrenage, vous voyez. Un complément alimentaire, je vais mettre un peu d'huile dans l'engrenage qui va lui permettre de tourner plus facilement. Alors qu'un médicament, globalement, je vais prendre l'engrenage et je vais remplacer en fait celui qui fonctionne mal, ou je vais prendre un fer à souder pour réparer en fait mon engrenage. Voilà, de manière assez différente de ce qu'aurait pu faire lui-même l'organisme. Voilà, bon, encore une fois, ma métaphore est complètement improvisée. Je ne suis pas sûr qu'elle soit complètement pertinente, mais vous comprenez l'idée. Ludovic, on s'en sort déjà, je pense, un tout petit peu mieux dans la jungle des compléments alimentaires. Mais force est de constater que les rayons sont de plus en plus achalandés et que de nombreux commerces fleurissent un peu partout dans le paysage. Donc, que faut-il absolument lire sur une étiquette pour s'en sortir? Ouais. Alors ça, effectivement, rentrons dans le vif du sujet. J'ai pris ici un outil qui m'a été fourni par le Synadiète. Le Synadiète, c'est le syndicat du complément alimentaire en France, voilà, qui a effectivement un petit kit de formation. Donc, je n'ai pas voulu réinventer la roue. Donc, ce produit n'existe pas sur le marché. On est d'accord, on est sur une étiquette qui est complètement factice. Donc,
voilà, qui s'appelle Synaform. Et je vais essayer de vous décrire tout ce que l'on trouve sur une étiquette d'un complément alimentaire. Et vous allez voir, si c'est bien un complément alimentaire, on retrouve toujours les mêmes informations. Donc déjà, on trouve ce que l'on appelle la dénomination commerciale, le nom du produit, ici Synaform. Et vous voyez que juste en dessous, ou en tout cas sur le facing de l'étiquette, on va trouver la dénomination complément alimentaire. Si vous êtes bien avec un complément alimentaire, ça doit être écrit clairement dessus. D'accord? Si ce n'est pas mentionné dessus, eh bien, ça veut dire que vous n'êtes pas face à un complément alimentaire. Donc, qu'il obéit à une autre réglementation ou alors que c'est un produit un peu border, comme on en trouve certains. Si vous les achetez sur Internet, sur certains sites, bien sûr, je ne veux pas généraliser, vous avez parfois des produits qui sont importés ou border, etc. J'aurai le temps de vous en reparler. Alors ensuite, bon, j'ai un dessin, je m'en fiche. J'ai une allégation santé. Vous voyez, par exemple, le guarana contribue à réduire la fatigue. Et ça, c'est en lien avec la composition du produit qui va contenir de l'acérola et du guarana. Dessus, je peux avoir d'autres mentions. Vous voyez qu'ici, ce produit est issu de l'agriculture biologique. Alors, une petite mention ici. Vous voyez que la mention AB n'est pas la mention en fait européenne. La vraie mention européenne, c'est cette petite feuille avec les étoiles qui est identique à celle qui est constitutive du drapeau européen. Et en réalité, pour identifier un produit bio, c'est surtout ce petit logo que vous devez rechercher. Bon, c'est sous forme de comprimé. On doit mentionner sous quelle forme, sous quelle posologie, on ne parle pas de posologie, mais sous quelle forme galénique se trouve le produit. Et on doit également indiquer son poids net. Alors, de vous à moi, c'est très intéressant quand on achète des carottes ou des navets. Par contre, sur un complément alimentaire, le poids net, j'aurais tendance à dire que ce n'est vraiment pas une information pertinente. On a ensuite la liste des ingrédients, donc qui détaille l'ensemble des ingrédients dans le produit. Comme sur une denrée alimentaire, la liste des ingrédients va en proportion décroissante, c'est-à-dire que le premier ingrédient, ici la maltodextrine, est l'ingrédient le plus important d'un point de vue quantitatif. Donc, ce produit est un comprimé qui contient majoritairement de la maltodextrine. C'est un sucre qui permet probablement, ici dans cet exemple factice, la compression en fait et la réalisation du comprimé. Vous avez ensuite de l'extrait de guarana, donc titré en caféine, de l'acérola, donc titré en vitamine C, du sucre de canne, probablement pour que le produit ne soit pas trop acide ou acidulé, et puis un arôme naturel de fruits rouges, un émulsifiant et un acidifiant. Okay, et les ingrédients avec une petite étoile sont mentionnés ou sont issus de l'agriculture biologique dans cet exemple. Vous avez ici également un produit qui est mis en gras, vous voyez lécithine de soja. Le soja fait partie de la liste des allergènes et donc pour que le consommateur le voit bien et qu'une personne allergique au soja ne l'achète pas à mauvais escient, c'est pour ça que nous avons obligation de le mettre soit en gras, soit de le souligner dans la liste des ingrédients. Ensuite, vous avez un tableau qui est très intéressant et très important. C'est ce que l'on appelle le tableau de composition ou l'information nutritionnelle. C'est véritablement ce qui nous permet d'identifier la quantité de nutriments apportés à la dose conseillée. Donc, vous voyez, si je descends un peu plus bas, je vois que ce produit est conseillé à 2 comprimés par jour. Et donc, si je respecte le conseil d'utilisation, eh bien, 2 comprimés vont me fournir 85 mg d'acérola, ce qui va m'apporter 20 mg de vitamine C et 225 mg de guarana, dont 40% de caféine. Donc, vous voyez, en tant que consommateur, je peux savoir précisément la quantité de nutriments qui est apportée. Et de vous à moi, c'est une dimension qui est importante parce que c'est principalement ce qui va me permettre de comparer en fait 2 produits en regardant les apports nutritionnels à la dose conseillée. Et puis ensuite,
j'ai des mentions légales, notamment les précautions d'emploi. Alors, vous avez des femmes, vous avez des mentions qui sont systématiquement conseillées, enfin obligatoires, par exemple. Il est recommandé de respecter les doses conseillées, de veiller à avoir une alimentation variée, équilibrée, blablabla, blablabla. Donc ça, c'est obligatoire. Vous l'aurez à chaque fois, ces 4 phrases, à chaque fois que vous avez vous êtes avec un complément alimentaire. Par contre, vous avez des phrases aussi qui peuvent être spécifiques au produit. Ici, nous sommes en présence d'un produit qui contient de la caféine. Et donc, la caféine est un alcaloïde qui a des propriétés physiologiques un peu particulières. Donc ici, vous êtes obligé de mentionner la quantité de caféine apportée à la dose conseillée. Donc ici, 40 mg par jour. Et de facto, comme le produit contient de la caféine, il est déconseillé aux femmes enceintes et aux enfants. D'accord ? Donc ça, ce sont des mentions qui sont inhérentes à la présence de caféine dans le produit. OK ? Si j'essaye de résumer les choses, en fait, vous avez un certain nombre de mentions qui sont fondamentales pour moi, qui sont vraiment intéressantes pour bien identifier et bien comprendre la qualité du produit. Le premier, c'est le responsable de mise sur le marché. Alors ça, je vous en reparle après, je ne développe pas ce point-là. La liste des ingrédients, parce que ça me permet de savoir quantitativement qu'est-ce qu'il y a en premier et ça me permet de voir s'il y a des additifs, s'il y a des arômes, s'il y a des édulcorants, bref, ça me permet de comprendre aussi quelles sont les plantes ou les nutriments qu'on va mettre dedans. Et puis, c'est évidemment l'information nutritionnelle pour savoir exactement ce que va m'apporter ce produit. Alors, je peux vous faire un petit commentaire. Ici, typiquement, je n'achèterai jamais ce produit. Alors, ça tombe bien, il n'est pas en vente, mais de vous à moi, 20 mg de vitamine C et 40 mg de caféine, vous mangez un kiwi et vous buvez une demi-tasse de café et vous avez exactement la même chose que ce qu'apporte ce complément alimentaire. Donc, d'un point de vue apport nutritionnel, c'est nul. J'espère qu'il ne coûte pas très cher parce que, en l'occurrence, c'est de l'argent bien mal investi. Mais vous voyez, c'est ça qui est intéressant et c'est là où je veux en venir, c'est que vous vous rendez bien compte en lisant cette étiquette, en regardant l'information nutritionnelle, que finalement, ce produit, c'est un peu 0 plus 0 égale la tête à Toto. Bon. Le point sur lequel je veux quand même insister un petit peu, c'est que bien souvent, on a l'impression que le complément alimentaire, c'est une espèce de jungle, on fait ce qu'on veut, on met ce qu'on veut, que ce n'est pas sérieux comme produit. Ici, je ne vais absolument pas vous détailler cette diapo, je veux juste que vous preniez conscience de toutes les obligations auxquelles nous sommes soumis quand nous mettons sur le marché un complément alimentaire. Et si nous décidons de respecter les règles européennes, parce que ça, on n'est pas toujours obligé de les respecter, notamment si on est si notre produit est fabriqué en dehors de l'Union européenne ou si le responsable de l'étiquetage est en dehors de l'Union européenne. Je vous rappelle, ici, sur une étiquette, vous avez systématiquement une adresse. Vous pouvez reprendre tous les produits Vitanutrix. Vous aurez systématiquement notre adresse à Nivelles en Belgique, ce qui nous permet d'identifier que ce produit que Vitanutrix est responsable des informations qui sont contractuellement mises sur l'étiquette. Et si vous avez un problème avec l'ingestion d'un de nos produits, eh bien, c'est notre responsabilité, Vitanutrix, qui sera engagée. Et c'est pour ça que je vous invite à regarder qui est le responsable de mise sur le marché. Globalement, s'il fait partie de l'Union européenne, vous avez finalement une probabilité de respect des obligations de mise sur le marché qui est assez forte. Si vous avez des produits qui sont hors Union européenne, je vous invite quand même à être un peu méfiant. Après, il y a des pays de l'Union européenne qui sont un peu plus laxistes. Alors, je ne vais pas les citer parce que je n'ai pas envie d'être polémique, mais par exemple, quand vous avez des produits dont le metteur sur le marché est français ou belge,
vous avez quand même des garanties de qualité qui sont un peu supérieures à d'autres pays. Encore une fois, je ne répondrai pas ou je ne donnerai pas une liste des pays qui sont un peu laxes par rapport à cela. Mais voilà, mais France et Belgique sont des autorités qui contrôlent véritablement les produits qui sont mis sur le marché et qui sont assez rigoureux avant mise sur le marché. Et donc voilà, ici on a une réglementation qui concerne des dispositions générales, notamment les codes de la consommation, qu'ils soient belges ou français, c'est la même chose. Ou suisse, hein, d'ailleurs, s'il y a des Suisses qui assistent au webinaire, des choses qui sont en lien avec l'hygiène, donc de l'alimentation, des emballages, des matériaux qu'on peut utiliser, des contaminants, donc pesticides, mycotoxines, métaux lourds, donc tout ça, on doit contrôler les taux, hein, nous, en tant que metteurs sur le marché. Des allégations, on ne peut pas dire ce que l'on veut, hein. Notre communication est extrêmement réglementée, parfois avec des choses qui ne sont pas très claires, hein, qui ne parlent pas véritablement aux consommateurs. Et puis ensuite, voyez ici des choses qui ont attrait et qui sont plus spécifiques à des ingrédients particuliers, OGM, additifs, novel food, plantes, substances à but nutritionnel, vitamines et minéraux. Donc, vous voyez qu'en fonction du type de nutriments, on va devoir répondre à un certain nombre d'obligations réglementaires. Okay, donc, par pitié, ne dites pas que le complément alimentaire est absolument pas réglementé. Vous voyez tout ce dont on est soumis avant de mettre sur le marché un produit. Et même en utilisation, hein, ça nous oblige à faire des contrôles réguliers sur nos produits. Estelle, tout va bien? Je ne t'ai pas perdu? Je ne vous ai pas perdu? Je suis toujours là. Et nos auditeurs sont toujours là aussi, Ludo. Chouette. Donc, globalement, que devons-nous faire? Eh bien, auto-déclarer en fait nos compléments alimentaires. Donc, par exemple, chez Vitanutrix, nous les déclarons en Belgique et en France systématiquement. Donc, ici, vous avez les plateformes. Voilà, vous pouvez d'ailleurs regarder ces liens. Et d'ailleurs, sur ces plateformes où nous avons une interface metteur sur le marché, vous, en tant que grand public, que consommateur, vous pouvez aussi utiliser ces plateformes, hein, donc Foodsup pour la Belgique, TeleIker pour la France. Je vous ai mis les liens ici dans cette présentation. Vous pouvez taper le nom d'une entreprise ou taper le nom d'un produit pour savoir si celui-ci est déclaré. Dès lors où il est déclaré, ça veut dire que normalement, la société va s'engager à respecter la réglementation. Donc, vous voyez ici, vous avez tous nos numéros d'autorisation belges. Ici, vous avez, alors la France ne marche pas avec des numéros d'autorisation, mais vous avez toute la liste des produits qui sont télédéclarés. En Belgique, c'est parce qu'il y a plusieurs pages et j'ai coupé la liste, hein, mais tous le sont en fait dans les deux pays. Donc ça, c'est pour vous un moyen de voir si un produit répond bien aux obligations réglementaires. Et puis, je suis très fier aussi de vous mettre le lien vers Santé Canada, puisque notre premier produit a été accepté il y a 2 semaines au Canada. Et donc, on est très content de commencer, on l'espère, cet été, l'aventure canadienne avec des produits commercialisés là-bas. Donc, coucou aux Canadiens si certains sont connectés ce soir. Alors que la réglementation est différente, on adaptera les étiquettes, etc., etc., etc. Eh bien, Ludovic, on nous dit dans le chat, justement, la réglementation, c'est rassurant. Donc, tu vois que tes informations sont tout à fait rassurantes pour nos auditeurs ce soir. Donc, avec toutes ces informations, si je récapitule bien, donc il faut prendre conscience et connaissance des mentions importantes sur l'étiquette, les obligations et les renseignements, comme par exemple les ingrédients, et vérifier que le produit est bien déclaré sur le marché. Donc, avec tout ça, c'est très bien. Ça fait quand même beaucoup d'informations, mais tu nous donnes quelques conseils pour comparer par exemple 2 produits avec lesquels tu hésites avant de passer en caisse. Oui, alors effectivement, bon, j'ai volontairement masqué le nom du produit parce que il est hors de question que je casse mes petits copains. Voilà, il en faut pour tous les goûts. Mais je voudrais, pour comparer en fait 2 produits sur des critères
quantitatifs et donc qui peuvent être très objectivés parce que je peux vraiment comparer les choses. J'ai voulu comparer deux produits à base de magnésium, le Vitamagnésium Forte que vous connaissez bien et un produit Tartampion qui, sur le papier, est très intéressant parce qu'il contient des bisglycinates. Les bisglycinates sont des sels de magnésium qui sont très bien absorbés, d'ailleurs que vous retrouvez en fait dans le Vitamagnésium Forte. Donc, si je compare ces deux produits, premièrement, je vais regarder le nombre de comprimés conseillés. 2 à 3 par jour pour le Vitamagnésium Forte, 3 à 4 par jour pour le produit Tartampion bisglycinate. J'ai 60 comprimés dans une boîte de Vitamagnésium. J'ai pris l'exemple du conditionnement 60 pour avoir des choses qui sont très comparables. 60 comprimés également dans le produit Tartampion. Le prix public conseillé, allez à la louche parce qu'en fonction avec la TVA en France et en Belgique, ce n'est pas exactement le même prix, mais peu importe, ça va changer à la marge. 18,50 prix public conseillé pour le Vitamagnésium Forte. 19,90, je vais le dire à la belge, pour le produit Tartampion. Bon. Alors là, c'est là où c'est compliqué pour vous, grand public, parce que finalement, il va falloir faire des règles de 3 pour comparer véritablement ces produits. Et vous voyez, l'apport par comprimé, il est de 100 mg chez Vitanutrix, 56 mg chez Tartampion. La dose affichée dans le tableau nutritionnel, c'est 300 mg chez nous, c'est 224 mg chez nos petits copains. Bon, donc a priori, vous avez un produit qui est plus concentré chez Vitanutrix que chez Tartampion, avec une dose qui est finalement, ou un nombre de comprimés qui est à prendre qui est plus faible. Si maintenant je regarde en fait ce que ça coûte ou ce que ça vous coûte précisément, eh bien, c'est 92 cents par jour pour le Vitamagnésium Forte, c'est 1,32 € pour le produit Tartampion. Mais vous voyez que 92 cents versus 1,32 €, c'est pour des doses de magnésium qui sont différentes, puisqu'en réalité, j'ai 300 mg chez Vitanutrix pour 224 mg chez Tartampion. Donc là, je peux m'amuser à faire une nouvelle règle de 3. Désolé, on va arrêter le cours de maths juste après. Mais c'est de considérer que pour 100 mg de magnésium, vous êtes à 31 cents chez Vitanutrix et vous êtes à 59 cents, près du double pour cet autre labo. Okay ? Donc, vous voyez que finalement, si j'essaye de comparer les produits, j'ai deux produits qui, sur le papier, sont qualitatifs parce qu'ils contiennent des sels de magnésium qui sont très intéressants. Mais vous voyez que finalement, en dose apportée et en coût journalier à dose nutritionnelle équivalente, il y en a un qui est 2 fois moins cher que l'autre. D'accord ? Donc, c'est malheureusement que comme ça que vous pourrez comparer en fait deux produits entre eux. Et c'est un véritable casse-tête. J'en ai complètement conscience avec vous, mais là, vous avez des critères objectifs, quantitatifs qui permettent de comparer deux produits. Alors, ton objectif, Ludovic, quantitatif, je le comprends bien, mais comment reconnaître un complément alimentaire de qualité aujourd'hui ? Bon, alors la qualité, c'est compliqué. Et en fait, il n'y a pas un seul moyen de répondre à cette question parce que souvent, il va falloir regarder de manière un peu éclairée et experte les étiquettes pour comparer la qualité de deux produits. L'exemple que j'ai choisi, et je vais en prendre qu'un seul parce que je voudrais être relativement concis finalement dans ma présentation, c'est de regarder les minéraux ou les oligo-éléments. Vous savez, dans de nombreux compléments alimentaires, on a des oligo et des minéraux, du magnésium, du calcium, du fer, etc., etc. Si je regarde la composition nutritionnelle, eh bien souvent, je vais avoir exactement la même information. Par exemple, une gélule va m'apporter 14 mg de fer. Pourquoi ? Parce que sur l'exemple du fer précisément, on ne peut pas monter au-delà de 14 mg. Après, on est considéré comme médicament. Allez, la Belgique tolère jusqu'à 28 mg. En France, vous ne pouvez pas avoir un produit à plus de 14 mg. C'est la même chose en Allemagne, en Italie ou en Espagne pour prendre les pays qui sont les gros consommateurs de compléments alimentaires et qui sont nos voisins. Bon.
Donc, sur le quantitatif, je ne peux pas faire la différence. Par contre, en allant regarder la composition des ingrédients, eh bien là, je vais pouvoir avoir une information sur la forme du fer qui est apporté. D'accord ? Et en réalité, et ça c'est valable pour le fer, mais c'est valable pour l'ensemble des oligo-éléments et des minéraux, eh bien, il existe plusieurs formes d'apport qui vont avoir finalement dans l'organisme des comportements extrêmement différents. C'est ce point que je voudrais vous illustrer. Premièrement, vous pouvez avoir des formes minérales, donc issues du règne minéral, globalement les cailloux, l'eau de mer, etc. Toutes des choses qui sont telluriques, qui ne sont absolument pas extraites du vivant. Donc vous allez par exemple trouver des oxydes de fer ou du sulfate de fer sur le marché. Ça coûte pas cher du tout. Par contre, on le verra derrière, en termes d'absorption, c'est extrêmement mauvais. Ça précipite dans le tube digestif et du coup, c'est très mal absorbé et ça a plein de conséquences négatives par la suite. Deuxième point, vous pouvez avoir des formes organiques. Donc là, c'est un minéral qui est couplé avec une molécule organique. Organique, ça veut dire issue du vivant. D'accord ? Donc ça peut être, alors ça porte souvent des noms un peu barbares, pidolate de fer, citrate ferreux, gluconate ferreux, lactate, etc., etc. Ces molécules sont généralement plus intéressantes que des formes minérales parce que avec une absorption qui est bien meilleure que les formes minérales. Et puis, enfin, vous avez des formes dites liées. Parfois, on parle de formes chélatées. Liées et chélatées, ça veut dire la même chose. C'est un oligo-élément ou un minéral qui est fixé sur une molécule beaucoup plus complexe. Donc, je vous ai mis deux exemples. Le fer qu'on appelle le fer héminique. Le fer héminique, c'est ni plus ni moins que le fer que vous trouvez dans la viande. Vous savez que dans le règne végétal, vous allez avoir principalement des oxydes de fer qui sont assez mal absorbés. Par contre, dans la viande, vous allez avoir un fer qui est lié, qui est le fer que l'on va trouver dans le sang, par exemple, qui est un fer dit héminique avec une absorption qui est bien meilleure. Et puis chez Vitanutrix, dans le produit VitaFer complexe, vous allez trouver un fer qui est sous forme de bisglycinate. C'est une forme qui est liée à deux acides aminés et cette forme va être bien mieux assimilée, bien plus biodisponible. Là, on parle de biodisponibilité, c'est l'absorption et la distribution dans l'organisme. Et là, vous pouvez avoir des effets, notamment pour remonter le fer si celui-ci est carencé, qui vont être bien meilleur qu'avec une forme organique et extrêmement plus efficace qu'une forme minérale. Alors d'ailleurs, je me permets là une comparaison avec un médicament. Je ne devrais pas le faire d'un point de vue réglementaire parce que normalement, si je compare un complément alimentaire à un médicament, je suis qualifié ou on peut me qualifier en fait de médicament. Je vais quand même me permettre cette comparaison parce qu'on a des données scientifiques derrière. Vous voyez, je compare un VitaFer complexe qui contient 14 mg par gélule de fer, puis derrière il y a plein d'autres choses, il y a des vitamines du groupe B, il y a de la vitamine C, il y a de la chlorophylle, tout ça, ça va potentialiser en fait l'effet du produit. Mais voyez, je vais le comparer à un médicament que certains d'entre vous, notamment les femmes enceintes, connaissent bien. Alors, en France, je n'ai pas forcément l'équivalent belge, mais qui s'appelle Tardiféron. Et vous savez, on arrive à vendre du VitaFer complexe très bien à des femmes enceintes, qui est un produit non remboursé, alors que le Tardiféron en France, par exemple, est remboursé, tout simplement parce que le Tardiféron est un produit qui a une tolérance qui est parfois mauvaise. Alors, nous, on ne fait pas de la magie avec le VitaFer complexe. Et d'ailleurs, vous voyez qu'on est moins dosé que le Tardiféron qui est à 50 mg, sauf que le Tardiféron est sous forme de sulfate de fer, alors que dans le VitaFer complexe, nous sommes sous forme chélatée et sous forme donc de bisglycinate de fer. Et là-dessus, on a des études qui montrent que l'absorption et la biodisponibilité sont très différentes. Vous voyez, si je prends par exemple du fer que je vais trouver dans le règne végétal, par exemple des lentilles sont très riches en fer,
eh bien, vous allez avoir seul 3% du fer qui va être absorbé. Si je mange de la viande rouge, du boudin par exemple, eh bien, je vais avoir des absorptions qui sont voisines de 23%. Si j'utilise du sulfate de fer, alors de tardiféron, d'un autre médicament ou d'autres compléments alimentaires, eh bien, je vais avoir des absorptions qui vont être proches de 27%. Par contre, si j'utilise du bisglycinate de fer, eh bien, je vais avoir une absorption qui va être de 91%, c'est-à-dire 3 fois supérieure finalement à un sulfate de fer. Et l'équation après est relativement simple. Si vous avez une meilleure absorption, une meilleure biodisponibilité, alors vous allez avoir des meilleurs résultats avec votre complément alimentaire. Et aussi, cerise sur le gâteau, vous allez avoir une meilleure tolérance, c'est-à-dire que le produit, en étant mieux assimilé, va provoquer moins d'inconfort digestif. Voilà, sur les produits à base de sulfate de fer, souvent ça provoque de la constipation qui est problématique. Et c'est souvent pour ça que vous vous tournez vers des bisglycinates de fer parce que ceux-ci sont mieux assimilés et donc engendrent une meilleure tolérance, moins d'effets indésirables, moins de goût métallique dans la bouche et finalement une ferritine qui va remonter. La ferritine, c'est le marqueur en fait ou un des marqueurs du fer sanguin qui va remonter de manière plus efficace. Je peux vous citer un autre exemple très rapidement, c'est celui du glycérophosphate de magnésium. Vous voyez ici, je vous ai mis une étude qui compare différents sels de magnésium, cette fois-ci, donc de l'oxyde, du sulfate, du lactate, du glycérophosphate, du gluconate, du carbonate. Alors, pourquoi j'ai mis l'oxyde ici en rouge? Eh bien parce que la plupart des magnésiums que vous trouvez sur le marché sont des oxydes de magnésium. C'est souvent ce que l'on appelle magnésium marin. Alors, les gens qui commercialisent ce type de produit mettent marin parce que d'un point de vue marketing, on a l'impression que tout ce qui vient de la mer est pur. Bon, après, quand on regarde la composition des océans avec l'acidification, les polluants, les bouts de plastique et compagnie, je ne suis pas sûr que ce soit une garantie de pureté, mais peu importe. On sait en tant que marketeur que le terme de marin est plutôt très positivement accepté par le consommateur. Je vous donne le dessous des cartes, là pour le coup. Et donc, le terme de marin a plutôt tendance à être rassurant. Maintenant, si on regarde les choses d'un point de vue purement micronutritionnel, eh bien, les oxydes sont des sels qui sont très mal absorbés. Et du coup, vous voyez en fait 45-47% d'absorption. Et du coup, vous allez avoir une tolérance qui va être, pardon, ce n'est pas 47% d'absorption. Je vous dis une bêtise sur le commentaire de ce graphe. Ici, on a un graphe qui permet de savoir sur des populations, une population de 20 volontaires qui consomment 400 mg, donc plutôt une grosse dose de magnésium, quel est le pourcentage de ceux qui ont des effets indésirables, notamment des diarrhées, parce qu'on sait que les grosses doses de magnésium, ça provoque des diarrhées. Et avec de l'oxyde de magnésium, donc ce qu'on appelle magnésium marin, vous voyez qu'on a 47%, près de la moitié des personnes qui ont une intolérance digestive. Par contre, avec du glycérophosphate, eh bien, vous avez 6% des personnes seulement qui présentent une intolérance. Donc, vous voyez que c'est extrêmement faible et ça permet justement d'avoir une meilleure supplémentation et compliance du patient parce qu'évidemment, si vous prenez du magnésium que vous allez avoir la diarrhée, vous allez rapidement arrêter de prendre du magnésium et finalement, si vous preniez du magnésium parce que vous étiez fatigué, eh bien, ça ne va pas marcher ou stressé. Évidemment, ça ne va pas marcher du tout parce que vous allez arrêter votre traitement ou la prise de votre complément alimentaire. OK ? Merci Ludovic, parce que dans le chat, on nous dit effectivement que c'est une surprise pour les auditeurs d'apprendre que finalement le magnésium marin n'est pas le magnésium adéquat dans certaines situations. Oui. En fait, si vous avez des problèmes de constipation, ça peut fonctionner effectivement. D'ailleurs, je vous conseille même du chlorure de magnésium ou du sulfate de magnésium. Mais là, on est dans un effet stimulation du transit, mais on n'est pas du tout dans un magnésium qui va être absorbé, qui va être
distribué au niveau de la cellule et du système nerveux et qui va pouvoir améliorer la concentration, la récupération musculaire, la fatigue, etc., etc., qui sont toutes les causes principales de prise du magnésium. Bon, allez, après, je vais passer rapidement parce que je ne vais pas détailler à l'infini en fait, ces exemples, mais vous voyez que toujours sur ces notions de biodisponibilité, sur de la vitamine C, vous pouvez avoir plusieurs formes d'apport. Vous pouvez avoir de l'acide ascorbique, hein, c'est-à-dire de la vitamine C de synthèse qui est mise dans un produit. Donc souvent, c'est des produits qui ne sont pas très chers, hein, qui sont effervescents ou pas d'ailleurs. Bon, voilà. Absorption assez correcte, mais élimination très rapide, hein, puisque la biodisponibilité, je vous rappelle que c'est la différence entre l'absorption d'un côté et l'élimination de l'autre. Donc, c'est très vite absorbé, mais c'est très vite éliminé. Donc, finalement, cette vitamine C est que très transitoire en fait, dans l'organisme. Vous pouvez également avoir de la vitamine C qui est apportée sous forme de plantes, par exemple de l'hibiscus, par exemple de l'acérola qui est assez classique, par exemple du camu-camu. Alors là, généralement, on va mettre l'accent sur la naturalité du produit. Alors c'est intéressant, sauf que l'absorption et surtout l'élimination est guère meilleure que sur un acide ascorbique. Pareil, c'est très facilement absorbé, c'est très rapidement éliminé. Un peu moins vite quand même que de l'acide ascorbique et c'est un peu meilleur, si vous voulez, en termes de source de vitamine C. Et puis ensuite, vous avez ce que j'appelle la Rolls des vitamines C, une vitamine C liposomale. Et ça, c'est très intéressant. Je vais vous montrer une petite diapo derrière, parce que cette vitamine C va être très largement absorbée, mais également éliminée beaucoup plus lentement. Et donc, pour des indications immunitaires ou baisse d'énergie, de fatigue, on va avoir des effets qui sont bien plus intéressants, bien plus efficaces, beaucoup plus durables également. Et les formes liposomales, c'est vraiment quelque chose que nous aimons beaucoup chez Vitanutrix. D'ailleurs, on a créé un logo technologique pour identifier les produits qui bénéficient de cette technologie, qui est quand même, il faut vraiment avoir du savoir-faire pour fabriquer ce type de nutriments. Voilà. Et pour vous expliquer un peu plus finement ce qu'est un liposome, nous avons mis sur YouTube une petite vidéo. Donc, je vous inviterai à la regarder si vous avez le temps. Et donc, ces formes liposomales, vous les retrouvez par exemple dans VitaC Liposomal Expert et dans le Vita Detox and Protect qui contient un extrait de chardon-marie sous forme liposomale. Vous voyez, et ici, je vous présente voilà, la pharmacocinétique de la vitamine C sous forme liposomale et sous forme non liposomale. Et vous voyez qu'on a une différence très importante, 85% d'absorption en plus et de disponibilité en plus. Et vous voyez que dans le temps, on a un effet qui est beaucoup plus durable. D'ailleurs, si on avait prolongé ici la courbe, vous verriez que la concentration dans l'organisme et dans le sang est prolongée d'un facteur 2,5. C'est absolument colossal. Alors peut-être un petit instant dictionnaire, si tu veux bien, Ludovic, parce qu'avec ce terme pharmacocinétique, pour nos participants ce soir, donc la pharmacocinétique, c'est simplement l'évolution du temps de l'absorption du nutriment depuis son entrée jusqu'à la sortie de l'organisme. Oui, désolé, effectivement, enfin, moi, c'est un terme que j'utilise tellement fréquemment. Dans ton jargon, oui, bien voilà, sûr. que je n'ai pas pensé à le traduire, enfin, à le traduire ou en tout cas à l'expliciter. Mais c'est fondamental, c'est ce qui permet vraiment de suivre un nutriment, de savoir si finalement il est bien absorbé, pas bien absorbé, s'il reste longtemps dans l'organisme ou si finalement il n'est que très transitoire. Et c'est vraiment une donnée très importante qui permet vraiment de finalement garantir une forme d'efficacité du nutriment en particulier. Alors, on a vu la forme liposomale, Ludovic, on nous pose la question, et la forme orotatique, qu'est-ce que tu en penses? La forme orotate, en fait, c'est ça? Orotate, oui. Ouais. Alors, les orotates, je reviens en arrière. Les orotates sont des… Alors, ça donne le tournis de revenir en arrière, surtout quand je rate la diapo.
Pardon, voilà, c'est ça. En fait, les orotates sont des formes organiques qui sont avec une bonne biodisponibilité, hein, mais qui seront inférieures à une forme chélatée en termes de distribution, de biodisponibilité, donc d'absorption, d'élimination. D'accord ? Donc, ce sont des bonnes formes, bien meilleures que des formes minérales, mais quand même moins performantes que des formes liées, des formes chélatées. Merci pour ton intervention, Ludovic. Comme ça, on peut répondre en même temps aux questions qui nous arrivent dans le chat en direct. Donc, chouette. Bon, je vous passe l'extrait de Chardon-Marie. Et puis, il y a un dernier point qui est fondamental, qui concerne les plantes. Oui, donc ici, il y a à boire et à manger dans les indications qui parlent de plantes, je vois, et les extraits de plantes. Est-ce que tu peux nous éclairer aussi par rapport à ça? Oui, alors ça, c'est la jungle. Je vais vous faire une petite métaphore pour essayer de vous positionner en fait le contexte. Moi, je peux aller, par exemple, je peux décider d'aller acheter du jambon. Alors, je vais prendre cet exemple parce que justement, on sait que le jambon en particulier, que vous mangiez de la viande ou pas, je m'en fiche, le jambon est un produit alimentaire sur lequel il y a des variations de qualité qui sont colossales. On peut avoir des jambons premier prix où finalement on a beaucoup d'additifs, beaucoup de sulfites qui vont se gorger d'eau, d'accord, parce que quand on vend de l'eau, finalement on ne vend pas de matières nobles et qui vont être extrêmement peu chères. Et puis après, je peux avoir des jambons marques de distributeurs qui sont un peu meilleurs en qualité. Et puis après, je peux avoir des jambons, en fait, toujours sous vide, hein, marques diverses et variées, bon, qui vont être d'une qualité un peu meilleure parce que la marque engage un peu sa responsabilité. Et puis après, je peux éventuellement aller à la découpe, prendre un jambon qui va être découpé au dernier moment. Donc là, j'ai moins de problématiques de conservation, donc qui va déjà être meilleur. Et puis ensuite, je peux aller dans une épicerie fine, acheter un jambon d'extrêmement bonne qualité. D'accord ? Bon, tout ça, c'est toujours étiqueté jambon. Dans le premier cas, ça va coûter 3 € du kilo. Dans le dernier cas, ça va coûter 200 € du kilo ou 150 € du kilo. C'est toujours du jambon, mais je vous garantis que vous soyez consommateur de jambon ou pas, ça va avoir un goût qui va être complètement différent. Alors évidemment, on ne le mange pas dans les mêmes occasions, etc., etc. Mais sous cette appellation jambon, eh bien, vous avez se cachent des produits qui sont extrêmement différents en termes de qualité. Le problème, c'est que c'est exactement la même chose pour les plantes. C'est-à-dire que vous allez toujours avoir un étiquetage vigne rouge, guarana, acérola, ashwagandha. Je vais prendre l'exemple de l'ashwagandha parce que c'est une plante que j'aime beaucoup. Et vous allez avoir des extraits qui vont être, ou des plantes qui vont être extrêmement différentes en termes de qualité. Par exemple, sur l'ashwagandha, alors l'ashwagandha, vous savez, on l'appelle aussi rhodiol, c'est un produit qui a une propriété équivalente à la rhodiole, et on l'appelle parfois le ginseng indien. Bref, en fait, je vous ai mis ici 4 catégories d'ashwagandha. Donc, vous allez toujours avoir marqué ashwagandha sur l'étiquette ou ginseng indien, peu importe. Vous avez premier type de produit, les poudres de racines d'ashwagandha. Alors, ça, c'est un produit très basique qui peut être intéressant parce qu'effectivement, on a plein d'actifs dedans. Par contre, ils ne sont absolument pas concentrés. Et généralement, une poudre de plante, c'est ce qui coûte le moins cher. D'accord ? Alors, ça ne veut pas dire que c'est de mauvaise qualité, ça veut juste dire que c'est un produit qui est potentiellement avec peu de concentration, peu d'extraction. Ensuite, vous savez, vous avez ce que l'on appelle dans le jargon, alors vous ne verrez jamais ça écrit sur une étiquette, ce qu'on appelle un extrait ratio. Alors, un extrait ratio, en fait, c'est un extrait concentré. Et là, vous pouvez savoir que vous avez ce type d'extrait quand vous avez dans la composition des nutriments, voyez par exemple 50 mg d'ashwagandha, 200 mg d'équivalent plante sèche, alors c'est EPS, ça veut dire que là, vous avez un facteur de concentration de 1 à 4. Alors, pour ceux qui ne sont pas trop rouillés en mathématiques, voyez que, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec 1 kg de plantes, avec 4 kg de plantes, j'ai fait 1 kg d'extrait. Vous voyez, j'ai concentré d'un facteur 4. Donc, quand je mets 50 mg dans mon complément alimentaire, ça équivaut
à 200 mg finalement de plantes, donc de racines de poudre de plante. Ensuite, j'ai une troisième catégorie qui est l'extrait titré. Donc là, non seulement je vais concentrer ma plante, mais en plus, je vais garantir la présence d'un actif. Par exemple, je peux avoir marqué extrait d'ashwagandha titré à 20% de withanolide. Les withanolides, ce sont les principes actifs que l'on va trouver dans l'ashwagandha. Et donc là, la marque, le metteur sur le marché va s'engager à ce qu'il y ait toujours au minimum cette quantité d'actifs. Donc, vous voyez que là, on est quand même sur une garantie qui est supérieure parce qu'il va falloir que je fasse, après fabrication de mon extrait, un contrôle analytique pour vérifier que j'ai bien la bonne quantité d'actifs pour que mon étiquette soit correcte. Et puis enfin, on a une dernière catégorie. Alors, très souvent chez Vitanutrix, c'est le type d'extrait que nous utilisons, ce que l'on appelle les extraits objectivés. Donc, les extraits objectivés, ce sont des extraits titrés qui bénéficient d'études cliniques, c'est-à-dire qu'on est allé vérifier que cet extrait, donné dans une certaine quantité, sur une certaine période de temps, eh bien, confère un effet santé. Donc, par exemple, nous, dans le VitaStress GABactive, nous utilisons un extrait objectivé. Alors, généralement, on ne communique pas le nom de l'ingrédient. Là, je vais vous le donner, en fait. Le nom de l'ingrédient s'appelle Shoden. Voilà, vous avez le nom, hein, on est complètement transparent là-dessus. Donc, vous cliquez sur le lien, vous allez arriver sur notre fournisseur d'ingrédients. Et derrière, eh bien, ça vous permet de retrouver les études cliniques qui ont été faites spécifiquement sur cet extrait d'ashwagandha. Et donc, nous l'utilisons exactement dans les mêmes conditions, au même dosage que celui qui est recommandé dans les études. Donc, ça veut dire que vous allez avoir exactement les effets attendus à ceux que vous allez avoir dans ces études cliniques. Donc, on n'a pas prouvé cliniquement sur nos boîtes, mais on pourrait le mettre. Hein. Souvent, des marques mettent le logo prouvé cliniquement. Ça veut dire que l'extrait a fait typiquement l'objet d'études cliniques et donc on a une preuve scientifique de son efficacité. Voilà, j'ai peut-être été un peu long sur cette explication, mais pour moi, encore une fois, c'est fondamental de comprendre ce qui se cache derrière justement ces différentes dénominations. Allez, ça, je vous le passe. Voilà, on peut utiliser d'autres technologies. Par exemple, sur nos probiotiques, nous avons choisi une technologie de double encapsulation qui permet de protéger les probiotiques parce que vous savez que les probiotiques, ce sont des bactéries vivantes et donc il faut les protéger notamment de la digestion et des sucs gastriques parce qu'une grande partie se font détruire et cette technologie double caps permet vraiment de protéger en fait notre bactérie pour avoir une délivrance maximale dans le gros intestin et donc une efficacité maximale. Désolé, je passe un peu rapidement dessus, mais je vois l'heure qui avance et je ne veux pas que l'on fasse nocturne potentiellement sur ce sujet. Parfois, le complément alimentaire parfait cache aussi un ingrédient mystère et parfois, il est même controversé. Donc, pourquoi est-ce potentiellement dangereux pour l'organisme sur du long terme? Oui, alors ça c'est vraiment aussi, et là on a parlé de la partie active, vous voyez, avec des questions d'absorption, des technologies, etc., etc. Et des plantes qui sont un peu particulières. Mais parfois, il faut aussi regarder la partie non active en fait d'un complément alimentaire. Et cette partie non active, eh bien, finalement, il va falloir aller chercher dans la déclaration des ingrédients, dans la liste des ingrédients, ce qui peut se cacher. Vous voyez, par exemple, ici, je vous ai pris l'exemple du Vita Detox and Protect. Donc, vous retrouvez nos garanties sans additifs douteux et sans OGM. Vous avez aussi d'autres garanties, la science liposomale qu'on a vue et garantie gélules végétales. Donc, parce que nous utilisons des gélules qui sont toutes d'origine végétale. Hein. Végétale, c'est HPMC pour hydroxypropylméthylcellulose, pardon. Et ça permet d'avoir un certain nombre de garanties. Donc, vous voyez qu'ici, on utilise exclusivement des gélules végétales. Mais je peux aussi aller chercher plus loin dans la liste des ingrédients. Vous voyez d'autres choses, anti-agglomérants
stéarate de magnésium, gomme d'acacia. Voilà. Et ça va me donner des informations sur des ingrédients non actifs. Alors, on ne les met pas pour le plaisir, hein, malheureusement, ces excipients, ces ingrédients non actifs. Souvent, ils sont mis parce qu'on a besoin d'aromatiser le produit, parce que c'est un sachet, un comprimé, et ça va avoir du goût en bouche. Et donc, il faut améliorer, par exemple, la qualité de ces produits. Ça peut être aussi pour conserver le produit. Hein, vous prenez par exemple la vitamine D, qui est une vitamine extrêmement fragile. Eh bien, on rajoute souvent de la vitamine E, qui peut être tout à fait naturelle, pour protéger la vitamine D, et puis aussi pour assurer une bonne qualité du remplissage, hein, pour avoir toujours la même quantité d'actifs dans la gélule. Et donc, parfois, on utilise de la cellulose, des fibres d'acacia, etc., etc. Mais parfois, on peut également trouver des additifs controversés, comme par exemple du dioxyde de titane, qui est un colorant blanc, comme par exemple de l'aspartame, qui est un édulcorant, par exemple des polysorbates, qui sont des émulsifiants, qu'on trouve souvent d'ailleurs dans les formes liposomales. Et vous voyez ici, je vous ai pris comme exemple 2 produits qui contiennent des formes liposomales, un produit qui est Vitadetox and Protect et un produit qui s'appelle Tartampion, qui contient du curcuma. Et vous voyez que dans la liste des ingrédients, on trouve notamment un produit qui s'appelle Polysorbate 80. Et le problème du Polysorbate 80, c'est un émulsifiant dont on sait, alors qui est utilisé dans les compléments alimentaires, mais également dans certains aliments, par exemple les crèmes glacées, par exemple les crèmes chantilly, bref, à chaque fois que vous avez une émulsion, hein, voilà, eh bien, vous pouvez trouver potentiellement ce produit, cet additif. Et le problème de cet additif, c'est que l'on sait aujourd'hui qu'il abîme le microbiote, il abîme notre flore intestinale, hein, pour employer un terme qui est un peu obsolète, mais qui est peut-être un peu plus parlant. Bref, l'ensemble des bactéries qui sont contenues dans notre tube digestif est abîmé par cet additif. Et donc, typiquement, nous avons choisi de ne pas utiliser cet émulsifiant. On utilise de la lécithine de soja pour justement ne pas avoir à utiliser cet additif qui, pour le coup, est assez controversé, est assez négatif d'un point de vue nutritionnel. Alors, merci Ludovic pour toutes ces explications. Donc, c'était quand même beaucoup d'informations ce soir. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous donner une petite synthèse à imprimer et à coller sur notre frigo, s'il te plaît? Ouais. Ok, allez, je te fais un top peut-être 6 des recommandations. Donc, ce que je regarde moi quand je veux regarder un complément alimentaire, et je vous assure que j'en regarde beaucoup parce que je regarde aussi ce que font nos petits copains, c'est premièrement, qui est le responsable de la mise sur le marché? C'est tout bête, mais ça me permet de savoir si c'est une entreprise qui a pignon sur rue. Ça me permet d'aller voir dans les bases de données françaises, européennes, belges, si le produit est bien déclaré, voilà, et donc s'il respecte les règles de l'Union européenne, qui sont, encore une fois, beaucoup plus contraignantes qu'on veut bien le dire dans les médias. Deuxièmement, le produit est-il notifié dans un pays de l'Union européenne? C'est ce que je viens de vous expliquer avec les liens que je vous ai mis dans la présentation. Présentation qu'on vous mettra en lien ou pas, je ne sais pas Estelle, on n'a pas décidé ça, si on mettait un PDF. Oui. Je pense, vu les demandes dans le chat, que ce sera utile pour beaucoup de personnes. Donc, on va devoir sortir le PDF. Oui. Ok, donc si vous êtes sage, vous aurez le lien. Regardez les analyses nutritionnelles. Quel est l'apport quantitatif des nutriments et quelle est la dose conseillée pour être sûr qu'on n'est pas sur un produit qui est sous-dosé. On avait l'exemple du produit factice à base de vitamine C qui, honnêtement, en termes d'apport, était loin d'être performant. Calculer le coût de traitement journalier, pour moi, encore une fois, c'est le seul moyen de savoir si un produit est plus cher qu'un autre. Parce que vous pouvez avoir un produit qui est affiché à 25 €, un produit qui est affiché à 18 €, et finalement, le produit à 24 € revient moins cher que le produit à 18 €. Donc, encore une fois, faites attention au prix qui est affiché
il est parfois trompeur. Et puis, l'autre point aussi, et ça, c'est vraiment un point qui est important chez Vitanutrix, parce que nous sommes toujours très bien placés en termes de rapport de quantité de nutriments par rapport au prix. Sur la glutamine, sur le coenzyme Q10, sur la vitamine D, vous pouvez systématiquement refaire ce calcul. Vous verrez, on est toujours hyper bien placé. Et donc, regardez bien en fait ce point-là. Et puis, regardez les formes d'apport en nutriments. Vous savez qu'on accorde un rôle très particulier à la biodisponibilité parce que c'est ce qui conditionne la tolérance et l'efficacité du produit. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai fait ma thèse de doctorat sur des problématiques de biodisponibilité. Donc, c'est vraiment un critère qui, pour moi, est fondamental. Et puis, derrière, vous pouvez regarder d'autres points aussi. Donc, les allégations, les promesses, c'est généralement votre motivation d'achat. Elle est liée à la présence d'un nutriment. Donc, regardez bien la promesse, mais ne vous arrêtez pas par pitié à la promesse parce qu'on peut avoir des promesses qui sont un peu trompeuses. Il suffit de mettre 15% de l'apport quotidien conseillé en vitamine C pour pouvoir alléguer par exemple sur l'immunité ou sur la fatigue. Et 15% des apports, c'est moins que ce que vous avez dans un kiwi finalement. Donc faites attention à la promesse, elle est peut-être parfois très belle, mais vous avez peut-être derrière un produit qui est relativement vide. Et pour décrypter justement cette promesse, il faut retourner la boîte, il faut regarder la liste des ingrédients, il faut regarder les apports nutritionnels. Bon, le responsable de mise sur le marché, je vous en ai déjà parlé, la liste des ingrédients donc pour connaître les formes d'apport et les excipients, et enfin le tableau de conseils d'utilisation pour connaître le coût réel du complément. J'ai un peu l'impression que je me répète, mais c'est pour vraiment bien marteler en fait les points qui sont importants parce que je n'imaginais pas en préparant cette conférence ou ce webinaire d'avoir un contenu aussi dense. Voilà, j'en ai terminé. Bien, Ludovic, je te remercie pour ton intervention ce soir avec toutes ces lumières. Tu dis que c'était très dense, mais je pense que maintenant, avec toutes tes explications, on y voit, je pense, un peu plus clair dans cette jungle des compléments alimentaires. Alors, chers participants, je vous invite maintenant à poser toutes vos questions dans l'onglet questions-réponses qui est dans le bas de votre écran. On va pouvoir y répondre d'ici quelques instants.